On va voir le premier sujet. Et le premier sujet, c'est les classes moyennes qui sont des vaches à lait qu'on amène tranquillement à l'abattoir. En fait, on voit qu'avec l'inflation qui est restée quand même très, très forte et les impôts qui vont encore énormément augmenter l'année prochaine, on a l'impression que tout est fait, en fait, pour décourager le travail et l'épargne. À tel point qu'on peut se demander presque si c'est une stratégie ou si c'est juste de l'incompétence. En fait, il y a une véritable question qui commence à se poser et j'aimerais commencer avec Nicolas. Voilà. On a un État qui parle de justice fiscale, mais finalement, les prélèvements qui atteignent maintenant un record historique, on peut se demander où va l'argent et est-ce qu'on n'est pas en train de punir les classes moyennes, la fameuse vache à lait qu'on envoie à l'abattoir. Mais avant de répondre à cette question, eh bien, je vais remercier le sponsor de cette vidéo, les éditions Jean de Portal. Et vous avez un lien dans la description pour aller vers un rapport d'investigation qui a été écrit par Nicolas Delorme, qui est avec nous, et qui est quelle est la véritable rentabilité de l'or. On a déjà parlé de cette rentabilité. Là, il y a le rapport. Vous avez un lien dans la description pour aller le télécharger. Et Nicolas, peut-être que tu peux nous en parler et nous avec dire plaisir. ce que tu as écrit. Oui, en fait, ce rapport, je le publie depuis 6 ans maintenant. Donc, chaque année, je calcule à partir de toutes les périodes d'investissement possibles. Je croise tout. Donc, ça fait près de 400 en euros, en tout cas. Depuis que l'or est coté en euros, donc depuis la naissance de l'euro en 1999, je calcule la rentabilité de l'or. Je fais certifier l'ensemble des chiffres qui viennent de la LBMA, valeur sûre, et les calculs par un commissaire de justice, un huissier de justice, pour pas qu'il y ait de débat, parce que sinon on ne me croit pas. Donc 2025, enfin au 1er janvier 2025, la rentabilité de l'or, toute période d'investissement confondue, s'élève à 8,90%. Vous avez le détail de la méthode de calcul, l'ensemble des rentabilités, toute période possible d'investissement depuis 1999 en euros, depuis 1970 en dollars, dans ce rapport que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien. C'est le fameux retour sur investissement dont on parle. Ok, je paye beaucoup de prélèvements obligatoires, mais j'ai quoi en retour? On voit des services publics qui se dégradent. Je ne parlerai même pas de l'hôpital, pas aujourd'hui. Voilà, qui se dégradent d'année en année, et pourtant on paye au moins toujours autant, voire plus. Donc c'est ça la fameuse question. Quand on se bat à ce classement des prélèvements obligatoires, classement mondial, hein, attention, on n'est pas champion d'Europe ou de la zone euro, on est leader mondial dans ce domaine. Quand on se bat avec le Danemark et qu'on va au Danemark voir comment les services publics fonctionnent, c'est là qu'on comprend qu'il y a un problème en France, parce que, écoutez, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent le savent, il suffit de pousser la porte d'une administration pour voir que ça a du mal à fonctionner, et surtout on se demande comment ça peut se remettre en route. Il ne suffit pas de rajouter de l'argent, et pourtant c'est ce que font nos politiques, on rajoute. Alors, on nous promet, puisqu'on parle de placement, on nous promet donc une augmentation de la flat tax. On ne sait pas trop, parce que ce budget, il n'a pas été publiquement présenté. Il n'y a pas réellement de budget public comme d'habitude, une conférence de presse où on nous présente où le gouvernement vient nous présenter ces mesures, et puis après ça part dans le tuyau parlementaire. On verra quand tout ça arrivera devant le Parlement à quoi ça ressemble. Bon, il devrait y avoir une augmentation de la flat tax, 3 points, 6 points peut-être. Alors déjà, on était dans le haut du panier, on va repasser devant, même sur ce terrain-là. Ça concerne là les produits financiers, donc l'épargne, quasiment toute l'épargne, à part ce qui est réglementé ou défiscalisé, on en parlera peut-être. Donc, on a envie de lâcher prise. Hein, c'est un peu ton introduction. À quoi bon? Oui, il y a une vraie question qui se pose sur est-ce que ça vaut encore le coup de travailler ou d'épargner. Enfin, j'ai vu quelques mesures fiscales qui devaient arriver. Ça va dans tous les sens. Les biocarburants vont être taxés, mais alors beaucoup plus qu'avant. Ça va vraiment dans tous les sens, quoi. Les personnes qui ont un cancer vont toucher une indemnité journalière, et on va taxer l'indemnité journalière qui est donnée
aux maladies longue durée. Enfin, c'est... François-Xavier, je veux juste revenir sur un sujet. Quand tu crées de la richesse dans ce pays, moi, je fais de l'optimum de rémunération depuis 1994, tu vois. Donc, on prenait les 100 qui étaient créés dans une entreprise et on regardait combien le dirigeant pouvait récupérer de ces 100 de richesses qui étaient créées. Que le dirigeant soit salarié, non salarié, ainsi de suite, qu'on arbitre entre dividendes et rémunérations, ainsi de suite. Quand j'ai commencé en 1994, on arrivait à avoir des positions où les prélèvements étaient limités à entre 40 et 41, même de mémoire 41,34 en 1994. Aujourd'hui, quand tu crées 100 de richesses dans une entreprise et que c'est ta base de rémunération en tant qu'entrepreneur, tu as énormément de mal à dépasser 50%. Tu as énormément de mal. C'est-à-dire que si tu fais pas d'optimisation, ça monte à 54%. Alors, ça paraît très, très peu, mais passer aujourd'hui de ces 41% c'est 60% de disponible à 46% de disponible, c'est énorme parce que c'est tout ce qui t'enlève ton confort. C'est tout ce qui t'enlève l'intérêt que tu avais de prendre des risques. Et donc aujourd'hui, être entrepreneur en France et prendre des risques, c'est s'exposer à deux choses. Au vol par l'État de la plus grande partie de la richesse que tu produis et surtout, et c'est ça qui est à mon avis pire, ça t'expose à la jalousie. Parce que, en fait, tu te rends compte que quand tu es un entrepreneur, tu es en fait un salaud de patron. Puisque tu prends des risques, il y a des fois tu dors pas la nuit, il y a des fois tu te payes pas pour payer tes salariés, tu fais tout ça, c'est tout ça ta vie d'entrepreneur. Et derrière, en fait, tu récupères moins de la moitié de ce que tu as produit comme richesse. Et je compte pas là-dessus quand tu vas faire des dépenses, la TVA que tu vas payer ensuite, ainsi de suite, hein, puisque ton disponible réel en tant que chef d'entreprise est de l'ordre de 32%, 32 à 35% de la richesse produite. Oui, en fait, on produit de la richesse et puis c'est l'État qui récolte l'argent. Juste un mot très rapide. Je me demande si au fronton des mairies, on ne devrait pas remplacer le mot égalité par jalousie. Ça, c'est une question que je pose, hein, parce que c'est vrai que cette jalousie bien française, on a l'impression que c'est un moteur. Aussi bien pour les créateurs d'entreprises dont tu parlais que pour les épargnants qui vont ailleurs que sur les produits réglementés ou fléchés, assurance vie en euros et livrés réglementés. Ils prennent des risques. Bon, on voit le marché crypto, l'or, à l'époque, le marché action, quoique ça va pas mal. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Beaucoup de jalousie. Donc, sous le sceau de l'égalité, une fiscalité qui revient au galop. C'est ce sentiment-là qu'on peut avoir, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, effectivement. Enfin, de manière, quand on dit justice ou des fiscales ou des choses comme ça, c'est un peu comme fiscalité verte, quoi. On a une telle masse d'imposition qu'on peut plus vous piquer d'argent sans trouver une justification. Et donc, c'est la justice, c'est l'écologie. Voilà, il faut trouver. Ah, mais attends, tu as la meilleure là-dessus. Sur l'écologie et la taxation punitive, et après je laisserai la parole à Mathieu. Mais en fait, si tu veux, tu as un sujet, c'est j'ai acheté une Tesla il y a longtemps. Bon, honnêtement, c'est pas pour me donner bonne conscience, c'était en 2017. Et donc, c'est la voiture de dirigeant que j'ai gardée le plus longtemps. Parce que c'est devenu plus difficile, tu vois, je l'ai gardée 7 ans, cette voiture-là. Dernière fois que je suis allé à Paris, j'ai été taxé comme voiture lourde. Donc, si tu veux, ils t'ont dit à une époque, achète une voiture électrique parce que c'est mieux. Et puis maintenant, tu vas te garer dans Paris et c'est considéré comme une voiture lourde. Ben oui, j'ai des batteries dans ma voiture, tu vois. C'est pareil avec l'éthanol dont parlait François-Xavier à l'instant, aujourd'hui. Non, mais ça n'arrête pas. Et du coup, Louis-Alexandre, du coup, vos clients, ils vous disent quoi, justement? Les entrepreneurs ou les épargnants, ils disent quoi? Ils disent qu'il y en a marre ou finalement ils font... Je reviens du Québec. Je reviens du Québec où j'étais il y a 5 jours. Enfin, j'ai passé 5 jours au Québec. Pourquoi? Parce que j'accompagne malheureusement des clients qui partent de France. Depuis que je fais ce métier, malheureusement, mes plus gros clients sont ceux qui partent de France. Et sont des clients qui ont passé, qui ont créé pas mal de richesses, qui ont payé beaucoup d'impôts, qui ont à un certain moment accepté de payer plusieurs centaines de milliers d'euros d'ISF. Donc des gens qui ont participé, si tu veux, à tout l'effort qu'il y avait derrière. Et puis, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils en ont marre de deux choses, en fait. On se rend pas compte, mais il y a deux choses. Il y a l'instabilité permanente que l'on a au niveau législatif.
Et ça, c'est le plus grand mal que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent leur boîte pour cette raison-là, qui disent mais j'en peux plus de ça. Et quand ils vendent leur boîte, eh bien, c'est le centre de décision qui part de la région où ils sont ou de France. Donc, ça veut dire que ce seront des emplois supprimés plus tard. Et puis, il y a un sentiment de ras-le-bol, si tu veux. Donc, moi, aujourd'hui, sur les plus gros patrimoines que je connais, soit des patrimoines de bitcoiners, soit des patrimoines classiques, je me rends compte que ces gens-là sont tentés par le départ. C'est pas qu'ils sont tentés, ils partent de France. Et c'est pas ceux qui consomment c'est pas ceux qui nous coûtent le plus cher qui partent de France, c'est ceux qui nous rapportent le plus. Donc il y a un certain ras-le-bol, il y a un sentiment d'injustice et surtout il y a des départs. Donc la France s'appauvrit. Et je voyais Mathieu qui semblait donner raison à ça. Mathieu, c'est quelque chose que tu vois aussi sur tes clients, les gens qui quittent ou qui ont une volonté de quitter la France pour des problèmes d'impôts et de. Oui, d'impôts. Je rejoins totalement ce que disent Louis et Nicolas. Hein. Moi, le premier. Voilà. Nous, on est parti de France parce qu'effectivement, au-delà de cet enfer fiscal dans lequel on vit, parce que clairement, c'est un enfer fiscal, la France, on ne peut pas le dire différemment. Quand on nous dit paradis fiscal, oui, mais si tu veux pas que les gens partent au paradis fiscal, même si c'est une mauvaise traduction de Haven, en réalité, c'est refuge fiscal, pas paradis fiscal, la vraie traduction. Mais si tu veux pas que les gens partent dans un paradis fiscal, ne fais pas de ton pays un enfer, de base. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, oui, nous-mêmes, on part, en fait, de France. Moi, ça fait plusieurs mois déjà, là, on est en Asie du Sud-Est. Et de plus en plus de personnes, soit dans mes relations d'entrepreneurs, soit même dans les personnes qu'on accompagne, n'ont qu'une envie, soit de partir de France, soit elles sont déjà parties. Et c'est compréhensible, c'est-à-dire que ce que tu disais précédemment, effectivement, sous le terme de justice, de solidarité et tous ces jolis mots, ce politiquement correct, on nous dit oui, il faut contribuer à cet effort, etc. Bon, moi, je veux bien, mais tu peux pas parler de solidarité et de justice quelque chose qui est forcé. C'est-à-dire que moi, si je vais et que j'oblige une personne à m'aimer, pour rester poli, on va pas dire que c'est de l'amour. Donc la même chose, si on m'oblige à payer, je veux dire, n'importe quelle personne dans la rue vient, me met un pistolet sur la tempe et me dit tu me donnes ton argent, on appellera ça du vol, la mafia, ce qu'on veut. Et quand il s'agit de l'État, c'est de la justice, c'est de la solidarité. Donc c'est du politiquement correct. Et aujourd'hui, on est dans un système tel qu'on s'est habitué à ce que Papa État soit toujours présent. Et donc, évidemment, si on veut que l'État dépense plus, le passage évident, c'est il faut augmenter les impôts. Le problème, c'est qu'à aucun moment, on se dit est-ce que ce ne serait pas peut-être plus pertinent de baisser les dépenses, de les améliorer, de faire en sorte que les gens puissent vivre. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est quand on augmente les impôts aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, in fine, évidemment, c'est l'entrepreneur qui peut se payer en moins, mais c'est aussi des salaires en moins, parce que du coup, la capacité qu'a l'entrepreneur à payer des salaires ou à les augmenter est réduite. Donc, en fait, c'est un effet boule de neige, voilà, c'est comme un domino. Et par leur mesure et l'instabilité dont parlait Louis précédemment, effectivement, on ruine le pays. Mais c'est une tendance, voilà, c'est même pas attribuable à une personne ou à une autre, c'est une tendance depuis des décennies maintenant. C'est une culture, c'est même une culture, je pense. Ouais. Mais en fait, c'est devenu une culture, hein. C'est plus qu'une tendance. Et quel que soit le gouvernement en place. Oui, non, mais je t'en prie. En fait, si tu veux, je donne un exemple simple. Moi, j'ai 10 salariés dans une structure, j'en ai 2 dans une autre. Eh bien, si tu me baisses les charges de 20%, j'embauche une personne de plus. Tu me baisses les charges de 30%, je pense que j'embauche presque 2 personnes de plus. C'est pour simplement faire comprendre aux gens que ces charges qui viennent s'accumuler, eh bien, ce sont des emplois en moins. Et donc, on pourrait créer de la richesse en plus avec tout ça. Et puis, notre métier, mon métier depuis que je le fais depuis donc 30 ans et 20 ans, un peu plus de 23 ans en tant qu'indépendant. Mon métier, au début, j'étais super content parce que j'avais des idées d'investissement, j'avais trouvé l'Inde avant beaucoup d'autres gens, j'avais été très content des performances que je faisais dans les portefeuilles. Mais mon métier, moi, il vient de se transformer en 15 ans, c'est pas toujours les sous-jacents qui sont les plus importants, c'est la manière de détenir. C'est-à-dire que tu te rends compte que quand tu arrives en France dans un patrimoine, c'est la manière de structurer le patrimoine qui va faire sa performance et pas forcément ce qu'il y a dedans. Tu vois, on a toute la problématique sur Bitcoin.
Aujourd'hui, tu as un entrepreneur qui a du Bitcoin, qui a acheté du Bitcoin parce que il a eu l'idée il y a longtemps et la force mentale de les garder longtemps. Et puis, il veut créer un business, il veut apporter ses Bitcoins au capital de la société qu'il crée. Eh ben, il doit payer la flat tax alors que il va pas en profiter. Il va juste doter le capital de sa société d'un capital suffisant pour démarrer une activité. Et ben, il va devoir payer là-dessus. Et en fait, tu te rends compte que dès que tu veux faire une stratégie patrimoniale, dès que tu veux transmettre, donner, enfin, dès que tu veux faire quelque chose, tu dois repenser une complexité terrible et un code général des impôts qui n'a fait que s'épaissir. Tu vois, souvent, je dis à des gens, mais c'est l'article 163 quater decies. Ça veut dire que tu es dans l'article, dans le 14e de l'article 163. Tu vois, tu es dans le point 14. Quand tu es dans alinéa 3. Voilà, et dans les impôts sur les cryptos, tu es dans tous les articles plus-value, c'est 150 et 151. Pour les cryptos, c'est article 150 VH bis. C'est-à-dire que tu es dans l'article 150, tu es dans le V, la version H du V, donc VA, VB, ainsi de suite, et tu es dans le bis. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui du conseil dans notre pays. Et nous, on fait toute la structuration patrimoniale matin, midi et soir, alors qu'on pourrait se concentrer sur d'autres choses, c'est aider nos PME, aider nos TPE, aider, tu vois, à apporter plus de capitaux en amorçage sur des belles idées d'investissement. Et la vraie différence que tu as des deux côtés de l'Atlantique, c'est que tu as de l'amorçage et du capital pour lancer des jeunes pousses au Canada et aux États-Unis. En France, on manque terriblement d'investissement dans ces moments-là. Louis, la fiscalité, c'est une horreur, donc je montrais l'épaisseur du CGI, quoique, c'est pas une dernière version, il faudrait une version 2025, elle doit être plus épaisse que celle-là qui est de 2023. J'ai lu que dans le budget, qui va être présenté dans quelques jours, il y allait avoir une large suppression de niches fiscales, 23 sur 474, ouais, bon, c'est courageux. Je me demande... Quel nombre entre les deux est le plus impressionnant, 23 ou 474? Dans les 23, il y a notamment la défiscalisation de ceux qui touchent un chèque du prix Nobel. Ah oui, il y avait une niche fiscale pour ça. Et ouais, donc nos deux nouveaux prix Nobel, les pauvres, ils vont devoir passer à la caisse avec ça et être soumis au barème. Non, mais quand on voit ça, alors c'est pas particulièrement celle-là, mais qui est allé un jour rédiger un amendement, faire voter un amendement, utiliser du temps, de l'énergie, des ressources, etc. pour ça. Et j'ai pas lu les 474, mais ce n'est que ça. Elle est là la problématique, c'est que on convertit ce pays en enfer fiscal, et ensuite, parce qu'il y a des groupes d'intérêt ou quelle que soit la raison, on crée des exceptions à la règle. Et en fait, on construit, donc on augmente la pression fiscale et ensuite on rajoute des exceptions sur des exceptions. Et donc, ça rend extrêmement flou le paysage fiscal français et juridique, évidemment. Ce qui, bon, tant mieux d'une certaine manière, ça donne du travail à beaucoup de personnes, mais c'est un casse-tête incroyable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses plus intéressantes comme tu disais, Louis, à faire, et des choses qui seraient beaucoup plus pertinentes sur des montages intéressants d'un point de vue financier pour le financement notamment des entreprises, que s'embêter, pour rester poli, à se dire comment je vais faire pour économiser quelques milliers d'euros parce que j'ai besoin de ces quelques milliers d'euros pour lancer mon projet, ou quelle que soit la raison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, cet argent, il appartient à la personne qui l'a créé. Rien n'a été volé. Aux grandes dames des rouges qui nous disent à longueur de journée taxer les riches parce que c'est des voleurs et c'est des gros méchants, ces personnes-là, elles font quelque chose, elles n'ont pas volé l'argent. Donc à partir du moment où on fait un renversement, un petit peu comme un renversement de la charge de la preuve, où la personne qui s'est enrichie, c'est à elle, en fait, c'est elle qui est coupable. En temps normal, quand une personne commet un crime, si on l'accuse, on doit démontrer pourquoi on l'accuse. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu comme un renversement de la preuve. C'est le méchant parce qu'il a de l'argent. Ouais. D'ailleurs, on parle de justice. Quand on parle de justice fiscale, on parle de justice. Le mot a quand même est chargé. Hein. S'il y a une justice, c'est parce qu'il y a besoin d'un juge. On nous demande quelle solution. Moi, j'en ai deux. Hein. J'en ai deux qui sont basiques. Il faut commencer par là. C'est deux totems. Excusez-moi, de la gauche. Mitterrand met la retraite à 60 ans.
quand il arrive en 81. Et quand on lui dit quelques années plus tard que c'est peut-être un déséquilibre futur des caisses de retraite, il a dit « Mon successeur verra ça ». Bon, on sait très bien que quand on avance, c'est très, très, très difficile de reculer là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde la moyenne des pays européens sur la retraite, il faudrait que l'on mette la retraite à 65 ans. Ça serait basique, hein, basique. Mais par contre, moi, je suis pas pour une retraite à 65 ans coup près. Parce que notre vrai sujet, c'est que les gens ne partent pas à la retraite à 62 ans. Chez les cadres, il faut savoir que 40%, voire quelquefois plus sur certaines cohortes, partent à la retraite alors qu'ils sont déjà au chômage. Hein, c'est-à-dire que on a un gros problème de sous-emploi des seniors. Donc, premier point, on met une retraite à 65 ans et tous ceux qui veulent partir plus tôt, ils partent avec des décotes et avec la possibilité de continuer à cotiser sur une activité partielle. Donc en fait, c'est pas un totem et une absolue, c'est une liberté totale. Tu pars quand tu veux à partir de 58 ans, avec plus ou moins, et puis tu peux continuer à cotiser un peu si tu continues à travailler. Ça, c'est le premier problème de la retraite, avec une base à 65 ans. Deuxième, totem de la gauche, les 35 heures. 35 heures, virgule, payé 39. Parce que quand on te parle des exonérations de charges sociales, c'était pour compenser cette problématique des 35 heures payées 39. Aujourd'hui, c'est une connerie parce que quand on regarde au niveau européen, on est l'un des pays qui travaille le moins. Quand tu cumules les congés payés, quand tu cumules, enfin, les jours fériés, les congés, la retraite et la durée hebdomadaire du travail, on est ceux qui travaillent le moins. Donc, revenons à nos moutons et disons, revenons à une période de travail de 40 heures. Là aussi, avec une souplesse, tu veux travailler moins, tu travailles moins, tu es payé moins, tu veux travailler plus, tu travailles plus. Et puis, au niveau troisième piste, on a à peu près 50 milliards dans des agences à la con qui servent à replacer les petits copains de droite et de gauche chaque fois qu'il y a un gouvernement. On supprime les 3/4 de ces agences et on va faire des économies non négligeables. Tu fais ces 3 décisions qui sont des décisions courageuses politiquement. Je peux dire que ton État, il va ressembler aux finances du Portugal. Je rappelle que le Portugal vient de boucler un deuxième budget excédentaire. Oui, et du coup, il augmente les retraites. Et du coup, il augmente les retraites et il baisse l'impôt. La problématique, c'est que moi, je partage totalement tes solutions. Et moi, j'irais même plus loin. Je dis en réalité, les gens veulent partir à la retraite à l'âge qu'ils veulent, tant mieux pour eux, et qu'ils aient cotisé pour cette retraite eux-mêmes, c'est-à-dire via la capitalisation. Alors, évidemment, c'est extrêmement dur à mettre en place parce qu'il y aura forcément une génération qui payera 2 fois. Mais là, j'ai reçu la notification, je crois que c'était hier ou cette nuit. Singapour a été élu un des pays avec le meilleur système de retraite au monde. Bon, je veux dire, regardez le système de retraite singapourien, quoi. Et regardez le système français. Donc, à partir du moment où le système repose sur une pyramide, toute pyramide tend à s'inverser. Et quand je m'appelle Madoff et que je mets en place une arnaque à 50 milliards de dollars, je pars en tôle pour 150 ans et j'y claque à l'intérieur. Et quand c'est l'État, on appelle ça la sécurité sociale, la justice et évidemment la solidarité. Et je veux remercier le sponsor de cette vidéo, donc les éditions Jean de Portal. Et je vous rappelle que vous avez un lien dans la description pour aller voir le rapport d'investigation qu'a écrit Nicolas, qui est quelle est la véritable rentabilité de l'or, et qui vous montre en fait alors c'est un rapport qui est certifié par huissier, qui vous montre la rentabilité par an de l'or depuis le passage à l'euro. Donc depuis 1999, on est à 8,9% par an, ce qui est quand même une rentabilité assez exceptionnelle actuellement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt.